Alain Berset est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le secrétaire général du Conseil de l'Europe qui compte 46 États membres, 700 millions de citoyens. Organisation qui a fêté ses 75 printemps. On le voit d'ailleurs sur votre badge, à votre veste. 75 ans donc pour promouvoir la démocratie, les droits humains et l'état de droit dans toute l'Europe et bien au-delà. Vous avez été, je le rappelle aussi, président de la Confédération helvétique. Alors je le disais, vous rentrez tout juste d'Ukraine, c'était il y a quelques jours. Exact. Vous êtes d'ailleurs rentré pour assister à la réouverture de Notre-Dame de Paris. Quelle est la situation sur place? Qu'est-ce que vous avez pu constater? Oh, c'est un pays en guerre. C'est un pays en guerre. L'Ukraine contre la guerre menée, la guerre d'agression menée par la Russie depuis longtemps, depuis 2014, mais à pleine échelle depuis 2022. Et on sent à la fois grand engagement, mais aussi une certaine fatigue. C'est une situation qui est difficile. Aujourd'hui aussi pour la population en Ukraine, c'est une situation qui est difficile et on le sent très bien sur place. Est-ce que vous avez senti en rencontrant Volodymyr Zelensky qu'il redoutait le retour au pouvoir en janvier prochain de Donald Trump aux États-Unis? Difficile à dire parce qu'en réalité, on va voir ce qui va se produire. Vous savez, moi je ne suis pas là pour essayer de tirer des conjectures ou d'imaginer ce qui va se produire. On travaille avec la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Ukraine est en train de se défendre comme elle peut contre la Russie qui l'a agressée depuis quelques années et que c'est dans ce cadre-là que nous agissons en apportant les connaissances du Conseil de l'Europe, en apportant le soutien, tout le soutien à l'Ukraine, à la population, avec une centaine de collaboratrices, collaborateurs sur place qui travaillent dans des projets de manière à préparer les choses, à avoir des projets pour soutenir la population et soutenir. Mais la réalité, c'est aussi que pour la première fois, et depuis la victoire de Donald Trump, le président ukrainien Volodymyr Zelensky parle de négociations, ce qui n'était pas le cas avant. C'est vrai, on l'a entendu parler, disons, un discours qui a évolué. Je crois que c'est aussi logique, c'est aussi juste. Pour ce qui nous concerne, en réalité, c'est pas de commenter la situation sur le terrain de la guerre. Je dois vous dire, on la sent. Je suis sorti de Kiev, je suis allé dans le nord, dans la ville de Tchernihiv. On a visité le terrain. J'ai pu voir des centres de jeunesse, des écoles, des centres culturels, des théâtres qui avaient été la cible de missiles qui ont été détruits puis reconstruits. On sent un très fort engagement, mais aussi pas mal de fatigue. Et c'est ça qui nous intéresse en fait avec le Conseil de l'Europe. Comment supporter et soutenir l'Ukraine le mieux possible et sa population pour défendre les droits humains, la démocratie évidemment, et le retour de l'état de droit dans la relation entre les pays. Vous avez établi un registre justement des destructions infligées à l'Ukraine? Alors ça, c'était la grande décision du sommet des chefs d'État et de gouvernement à Reykjavik pour le Conseil de l'Europe en 2023, de créer un registre des dommages extrêmement important parce que ça permet de recenser les destructions, les dommages qui sont par exemple infligés à des propriétés privées, à des maisons, de les recenser et ça permet d'envisager un système pour ensuite obtenir réparation. Le plus important, c'est de ne pas accepter l'impunité. Il ne doit pas y avoir d'impunité, il doit y avoir un retour du droit, il doit y avoir des possibles réparations et c'est exactement à ça que nous travaillons. Alors il y a aussi la question des enfants ukrainiens, estimé à 20 000 le nombre d'enfants ukrainiens enlevés par la Russie. Fin novembre, il y a un mois environ, grâce à une médiation du Qatar, 7 enfants ont pu regagner leur famille. Ils avaient été kidnappés en 2022. Est-ce que c'est un de vos sujets de préoccupation? Oui, évidemment, parce que ça touche. Alors, vous savez, quand on parle des enfants, évidemment, on est au cœur aussi de la défense des droits humains. Et avec la situation des enfants dans dans un contexte de guerre, j'ai vu d'ailleurs des situations très concrètes encore la semaine passée en Ukraine. C'est une grande préoccupation. C'est la raison pour laquelle j'ai d'ailleurs annoncé à nos partenaires ukrainiens, au président Zelensky, au Premier ministre Shmyhal, que j'allais nommer un représentant spécial pour les enfants d'Ukraine, parce que ce doit être un sujet de préoccupation pour nous. Dans des conditions pareilles, nous devons penser naturellement aux prochaines générations, aux jeunes. Imaginez les jeunes générations ukrainiennes, ça fait maintenant 10 ans que les jeunes vivent dans un contexte de pays en guerre. Pour toutes celles et ceux qui ont moins de 20 ans aujourd'hui, c'est plus de la moitié au moins de leur vie qui a été passée dans un contexte guerrier. Ça a des conséquences et nous devons y être très attentifs. Quel est votre point de préoccupation au sein du Conseil de l'Europe en ce moment, outre l'Ukraine? Alors nous avons évidemment avec l'Ukraine la première priorité. Nous avons également, je dirais, sous le plan de l'évolution démocratique sur le continent, dans le monde entier d'ailleurs, quelques préoccupations. Je crois que nos systèmes démocratiques, nous devons les soigner. Ils sont extrêmement importants. C'est ce qui permet à la population de définir ensemble dans un pays ce qu'elle souhaite comme avenir. À qui souhaite-t-elle donner le gouvernement? Quel est le projet politique qui va être soutenu? Et on constate depuis maintenant
oui, bien quelques années, un certain recul sur le plan démocratique, un durcissement du débat, une polarisation des débats, une montée aussi des discours de haine et de violence dans la politique. Et tout ça nuit au débat démocratique et c'est une des grandes préoccupations que nous avons. Mais comment vous l'expliquez ? Je crois que c'est une situation qui a beaucoup de causes différentes, mais la principale est probablement le fait qu'avec toutes les crises qui se sont suivies, depuis la crise financière, les crises de la dette, avec la montée du populisme, de la polarisation politique, la crise Covid et maintenant la guerre, l'agression de la Russie sur l'Ukraine, on peut avoir le sentiment général qu'on peut faire ce qu'on veut, les choses vont pas très bien. Et on peut faire ce qu'on veut, y compris participer démocratiquement à des débats, prendre des décisions, et pourtant, les perspectives qu'on peut avoir pour soi-même, pour ses enfants, pour sa famille, sont pas très claires. On voit pas très bien de quoi sera fait l'avenir. Et ça peut donner, dans le fond, conduire à une perte de sens pour les institutions, pour la stabilité des institutions. Je pense que c'est une des grandes causes. Après, on a la polarisation du débat. Je pense que les réseaux dits sociaux jouent pas toujours un rôle très favorable. En tout cas, pas dans tous les cas. L'anonymat que permettent les réseaux. Vous savez, vous n'allez pas dire la même chose à quelqu'un si vous le regardez dans les yeux ou si vous pouvez l'insulter anonymement sur les réseaux sociaux. Et donc, avec cette perte de qualité du débat, on a aussi une perte de qualité de la discussion qui conduit à des décisions qu'on espère toujours aussi démocratiques. Est-ce que la situation en Géorgie vous inquiète ? Il y a des manifestations nocturnes depuis 2 semaines. On voyait dans la première partie ce reportage dans lequel il y avait des opposants ou de simples manifestants qui défilaient pacifiquement, qui ont été passés à tabac par des hommes souvent cagoulés. Quel est votre Écoutez, c'est préoccupant, ça fait partie, je crois, de toutes les réflexions qu'on doit mener aussi. Du Conseil de l'Europe. La Géorgie est un membre du Conseil de l'Europe. Nous avons 46 membres, donc les 27 membres de l'Union européenne, plus 19 autres membres, pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, dont la Géorgie, ou d'autres pays du Caucase, aussi l'Azerbaïdjan et l'Arménie, pour parler de voisins directs. Et oui, la situation en Géorgie nous préoccupe évidemment. Il y a eu des élections il y a quelques semaines maintenant, avec des conséquences en termes de discussion sur comment ça s'est produit. Nous avons eu beaucoup d'observateurs sur place. On attend encore les rapports définitifs d'observation. Et puis, un deuxième élément qui a été, depuis quelques semaines maintenant, une montée, il n'y a pas d'autre mot, de la violence dans les rues, avec probablement des éléments violents, et bien sûr qui touchent les gens directement, avec peut-être des usages disproportionnés aussi de la force. Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à mes interlocuteurs géorgiens. Il est très important de ne pas accepter ces choses-là. Et nous avons un état de droit justement pour que ça puisse être discuté, que ça puisse être, dans le fond, qu'on puisse faire des investigations et qu'on puisse rendre justice. C'est très très important. Mais vous parlez de démocratie, c'est intéressant parce que quand on prend la Géorgie, on peut parler aussi des élections récentes en Roumanie, c'est souvent le même scénario qui se répète, c'est-à-dire que lorsque ce sont les partis qui sont plutôt tournés vers la Russie qui l'emportent, il y a tout de suite des accusations, notamment sur TikTok, de manipulation, d'ingérence russe, accusations rejetées par Moscou. Mais de l'autre côté, ceux qui veulent se tourner vers Moscou, je parle de citoyens, disent quand on vote pour le parti qui est pour la Russie, on dit que c'est pas démocratique et donc on annule ou on... Non, je crois que c'est pas aussi simple. Mais vous avez raison. On sent. Et ce que vous décrivez comme situation. Tout le monde n'est pas pro-européen en Géorgie, par exemple. Tout le monde n'est pas pro-européen en Roumanie. Et vous savez, la démocratie, elle ne vit que s'il y a la possibilité d'exprimer librement des avis qui sont pas identiques. Si on peut débattre entre des personnes ou des groupes de personnes qui sont d'accord, même à la limite sur rien, mais qui sont capables de s'écouter quand même et de chercher chez les autres s'il y a quelque chose intéressant à retirer aussi pour soi-même et d'essayer de progresser ensemble. C'est ça la démocratie. Et ce climat démocratique, il est en recul. Les exemples que vous avez cités sont parlants, mais en fait, on constate un recul dans l'ensemble des démocraties pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Alors, la Géorgie nous préoccupe aujourd'hui parce que les images que nous voyons sont naturellement choquantes et nous souhaitons évidemment que ces violences puissent cesser, que le calme puisse revenir. Mais je crois que nous constatons que nous sommes confrontés de plus en plus fréquemment à ces évolutions et ça doit nous préoccuper. Pas seulement comme individu, mais comme collectif, comme société. Qu'est-ce que nous voulons comme société pour vivre ensemble? Alors c'est quoi le plan justement pour relancer le terme que vous avez, revitaliser la démocratie au Conseil de l'Europe? Je crois qu'on doit. Alors c'est ce que j'ai proposé de lancer avec le Conseil de l'Europe. On est en train d'y travailler, d'ailleurs avec les représentants des 46 États membres représentés à Strasbourg, au siège du Conseil de l'Europe. Nous devons approfondir, réfléchir ensemble à ce que c'est la démocratie aujourd'hui,
vous avez posé 3 questions avant sur les constats. J'ai donné des éléments de réponse qui font partie de nos réflexions. Se mettre d'accord sur les constats et une fois qu'on est d'accord sur les constats, de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour, par petites touches, là où c'est possible, améliorer les choses. Ça ne va pas être une révolution. Et il faut tenir compte de contextes différents. La démocratie qui peut s'exprimer en Norvège, en Suisse, c'est pas exactement le même contexte politique qu'on a en Turquie ou en Azerbaïdjan ou en Espagne, pour prendre juste des exemples au hasard. Il ne s'agit pas de plaquer un système... On ne peut pas simplement plaquer un système vu d'en haut, arriver et dire voilà les solutions, faites ça. Je pense que ça doit être beaucoup plus un processus, une réflexion ensemble. On doit accepter d'abord que c'est complexe. Vous savez, Einstein disait il faut faire les choses aussi simples que possible, mais pas plus simples. Aussi simple que possible, mais pas plus que ça. Donc il faut quand même accepter une part de complexité à tous ces sujets, à la complexité d'abord technologique de la vie que nous avons aujourd'hui ensemble, et ensemble justement chercher comment est-ce qu'on fait pour que la démocratie et que des systèmes démocratiques, que les comportements démocratiques puissent non pas seulement fleurir, mais refleurir et se redévelopper dans des contextes politiques qui peuvent être assez différents, avec quand même beaucoup de tensions, un contexte géopolitique international très dur, avec l'évolution technologique où on peut avoir parfois l'impression d'être dépassé. Ça peut conduire à un repli sur soi, un repli qui n'engage pas vraiment à débattre avec d'autres pour trouver des solutions. Alors vous avez évoqué la situation géopolitique à l'instant, justement difficile de ne pas évoquer avec vous, Alain Berset, la situation en Syrie. Peut-être d'abord, quelle était votre action en apprenant le départ de Bachar al-Assad après 24 ans de dictature, plus de 50 si l'on compte le règne de son père? Franchement, la première réaction, c'est de dire enfin. Vous me demandez, c'est la réaction spontanée que j'ai eue, mais en même temps, la question, c'est qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui va venir à la place? Parce que la réalité, c'est que nous devrions pouvoir. Ces hommes qu'on voit à l'image, ils vous font peur? Non, je dirais pas ça, mais ce que nous devons espérer, c'est pour la Syrie un avenir qui permette justement à tout le potentiel humain, social de la Syrie de se développer. Cette population attend ça. Vous savez, moi, j'ai visité la Syrie il y a bien longtemps déjà, et c'est toujours extrêmement touchant, remarquable de voir les populations qui n'aspirent à rien d'autre que quoi? Vivre en paix et avoir des perspectives pour soi-même et pour ses enfants, et pour ses amis, et pour sa famille. Et beaucoup de Syriens ont dû partir justement pour leur famille. Plusieurs pays de l'Union européenne ont décidé de suspendre le traitement des demandes d'asile. 7, il me semble, ou une petite dizaine, Autriche, Allemagne, Suède, Danemark, Royaume-Uni. Après le départ de Bachar al-Assad, qu'en pensez-vous? Il y a 108 000 dossiers de Syriens en exil en attente dans l'Union européenne. C'est difficile de savoir ce qui va se produire maintenant. Disons, sous l'angle de la défense des droits humains, je pense que la moindre des choses aujourd'hui, c'est d'avoir une certaine prudence avant de changer une pratique. Je comprends ce que souhaitent faire ces pays. Là, l'enjeu, c'est de dire est-ce qu'ils sont en danger ou non, ces hommes, ces femmes, ces enfants, s'ils y retournent alors que le régime a changé. C'est ça la question. On ne peut pas aujourd'hui dire, après quelques jours, qu'on a un système d'état de droit démocratique et de droits humains complètement stable et sécurisé. C'est ce qui est normal. C'est un changement très rapide, très fort, fondamental. Et donc, s'il y a une chose que je pourrais dire dans ce cadre-là, c'est peut-être plaider pour une certaine prudence, un certain attentisme, de regarder ce qui va se passer, de voir comment les choses vont se développer. Merci beaucoup Alain Berset, secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'avoir répondu à nos questions en direct sur TV5 Monde. Merci à vous. Merci.